Bonjour à tous, je suis Arnaud Saunier, je suis votre hôte en quelque sorte aujourd'hui. Je suis directeur général délégué de France Télévisions en charge des ressources humaines et de l'organisation, et je suis venu, non pas vous faire un discours, parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu entendre aujourd'hui, mais je suis venu vous souhaiter la bienvenue à France Télévisions, à vous toutes et à vous tous, en particulier aux membres du Cercle Entreprises et Santé, aux membres de l'Institut d'audit social, bien évidemment à Bernard Thibault, et lui dire d'abord en mon nom personnel la fierté de le recevoir aujourd'hui et le plaisir de pouvoir le saluer, et en votre nom à tous l'intérêt que nous portons ici dans cette maison au dialogue social, qui est une culture très présente, et à ce que vous pourrez nous dire dans le cadre de cette demi-journée de votre parcours, très certainement aussi de votre dernier ouvrage et de la manière dont vous pourrez nourrir les débats. Vous êtes ici dans une maison qui travaille beaucoup sa transformation, une transformation qu'elle envisage avec, par et pour le collectif du travail. Et à ce titre-là, les échanges qui seront les vôtres cet après-midi nous intéressent vraiment et avec profonde sincérité. Je n'en dis pas plus, je vous laisse à vos travaux et je cède la parole à M. Jacques Bouvet. Merci à tous. Bien, un grand merci à vous pour votre accueil et merci à Xavier Froissart, donc merci à votre maison pour son accueil. Alors nous sommes dans cette salle, nous sommes les invités de notre cercle Entreprises et Santé. Je me présente, Jacques Bouvet, son président, et Anne-Marie Devèvre, son fondateur, dirigera nos débats. Est également convié Jean-Marie Peretti et nos amis de l'Institut de l'audit social. Jean-Marie Peretti dira un mot à ma suite. Et nous sommes très heureux d'accueillir Bernard Thibault dans son actualité avec le livre qu'il vient de publier avec le concours de Pierre Coutaz, et dans Sa Majesté de ses fonctions d'administrateur élu des confédérations de travailleurs au sein de l'Organisme international du travail. Et puis bien entendu, ses expériences de secrétaire général de la CGT ne sont pas étrangères à l'admiration que nous avons pour tous les rôles qu'il a assumés. La dynamique de notre cercle, c'est la promotion du progrès du couple santé et travail. Et de façon très indépendante, nous cherchons, avec nos membres, à faire mieux sur tous les impacts réciproques de la santé et du travail, depuis la sécurité jusqu'à la qualité de vie. Et puis nous cherchons aussi à faire mieux et autrement dans un certain nombre de directions qui nous sont imposées par l'évolution de la société. L'évolution des techniques de la santé et du travail, la fragmentation des relations. On travaille maintenant dans sa vie pour plus de 10 employeurs, du temps partiel, du temps à l'étranger, que sais-je, la digitalisation, l'existence des nouvelles chaînes mondiales, et puis le rôle des plateformes digitales. Ceci donne un très grand nombre de facettes aux préoccupations santé et travail, et avec nos membres, nous aimons ausculter le plus largement possible ces facettes, donc un travail qui n'a pas de raison de s'interrompre parce que le monde évolue en permanence. Nous aurons donc l'occasion, avec les propos de Bernard Thibault, de situer dans un ensemble plus vaste ce que nous faisons. Avant son intervention, je cède la parole à Jean-Marie Peretti, qui donnera son mot d'introduction au nom de l'IAS, puis à Anne-Marie Devèvre, qui va piloter nos débats. Merci, Jean-Marie, à vous. Merci, Jacques. Je voudrais simplement dire tout le plaisir que j'ai à être là aujourd'hui, en votre compagnie. Je vais vous faire un aveu, tout à l'heure, j'ai fait un selfie
avec Thibault, et je vais immédiatement envoyer à quelques personnes qui vont être très impressionnées par ces selfies. Les selfies, vous savez, c'est un usage de plus en plus fréquent chez les personnes de ma génération, pas simplement chez les plus jeunes. Alors, effectivement, j'ai été très heureux que Anne-Marie et Jacques m'aient proposé de participer à cette belle manifestation et donc d'inviter l'IAS à être partenaire aujourd'hui. L'IAS, vous le savez, a été créé il y a maintenant 36 ans par Raymond Vattier. Et depuis 36 ans, nous travaillons sur, finalement, comment veiller en permanence, en utilisant la rigueur, la méthodologie, tous les outils de l'audit, comment, finalement, veiller à ce que soit respecté un certain nombre de référentiels. Nous le faisons en France, mais aussi dans différents pays. On a organisé les premières rencontres à Moscou, à Pékin. On l'a fait dans de nombreux pays, une bonne quinzaine. Et cette année, nous allons le faire à Dakar, au mois de décembre, avec comme objectif de voir comment, dans les pays africains, pouvoir mettre en œuvre les objectifs du pacte de l'ONU concernant finalement le travail décent, de l'OIT bien évidemment. C'est dire combien nous sommes très sensibles à ce que aux risques sociaux de la compétition internationale. Votre titre, on dit souvent que la nouvelle guerre mondiale, elle est économique, mais en fait, elle est aussi probablement au-delà d'économique, sociale. C'est bien pourquoi je trouve effectivement que votre ouvrage vient vraiment à point nommé. Voilà, donc c'était simplement pour dire le plaisir et pour remercier Anne-Marie d'avoir songé à nous associer à cette belle rencontre du cercle. Clap, clap, bravo, merci à toi, merci Jean-Marie. Moi je suis ravi d'être avec vous et de vous accueillir chez vous, parce que je crois qu'il y a une bonne partie où vous êtes globalement chez vous, et merci Xavier de nous avoir accueillis tout le cercle. Alors, on était ce matin sur des questions qui sont des questions de fond, hein. C'est notre séminaire annuel d'été du cercle sur... on fait un peu toc-toc sur le plafond de verre pour essayer en gros de faire en sorte que les enjeux de santé, de vie au travail au sens large soient intégrés finalement dans ce qu'on appelle en France, il n'y a plus qu'en France, hein, on appelle ça comme ça la RSE, mais en gros qui est la responsabilité sociétale des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, c'est en gros la même chose. Et donc, je dirais que les trucs lancinants qui nous sont venus ce matin, il y avait la confiance. Et puis, il y avait, alors c'est toujours difficile, mais l'absence de langue de bois. Donc je pense qu'on est aussi globalement là pour ça aujourd'hui. Et voilà, il n'y a pas de règle du jeu, donc puisque la règle du jeu, c'était Pierre, ce que vous m'avez dit, c'était carte blanche à Bernard Thibault. Donc on a dit, bon bah banco, ok, en gros, il est grand, il se débrouille, il nous passera le micro quand il veut. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que j'ai un trait, qui ne savait pas, un trait de relation personnelle auquel je tiens beaucoup avec Bernard Thibault et Pierre Coutaz aussi, et je ne savais pas que c'était lui. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 5-6 ans, il y a eu un truc qui a défrayé la chronique, et au moment où quelqu'un qui était la patronne du pôle santé du TGI de Paris allait finalement conclure et arriver à la fin du dossier d'amiante pour en gros finir par le faire avancer véritablement. Elle a à ce moment-là mis en examen une dizaine de personnes, dont une fort célèbre qui fut un temps ministre et qui était à l'époque globalement à la DGT. Et là, les choses se sont finalement tout à fait accélérées, pas complètement dans le sens qu'on voulait, puisqu'on a retrouvé un codicile qui faisait en sorte que les juges ne pouvaient pas rester plus de 10 ans. Et donc, Marie-Odile Berthella-Geffroy, qui va arriver, elle était là aussi pour arriver là, sous peu de temps, s'est fait globalement sortir tout à fait rapidement. Et à ce moment-là, je dirais que c'était pas simple, l'affaire était pliée, donc de toutes les façons c'était fini. Mais j'ai voulu quand même, c'est une amie, montrer qu'elle n'était pas seule. Et par rapport à ça, donc on a monté un site très très vite qui était Santé publique, instruction en danger, et sur lequel nous ont suivi, je dirais, Jean-Marie, un certain nombre de nos amis, Jacques, et un certain nombre là-dessus de solidarité, et puis aussi l'association des victimes de l'amiante.
mais on était globalement pas beaucoup. Et donc j'ai appelé Jean-François Nathan, que pour certains connaissent, qui s'occupe donc du pôle santé à la CGT, qui m'a dit écoute, ok, mais moi sans Bernard je peux rien faire. À ce moment-là, pardon, à ce moment-là, vous étiez, moi je ne vous connaissais pas plus que ça, vous étiez en Jordanie, et ben les choses se sont faites, et j'ai dû vous avoir au téléphone sans savoir que je vous retrouverai quelques années après. Là-dessus, et alors bien encore une fois ça n'a pas changé le sens de l'histoire, hein, puisqu'en gros elle est restée sortie, mais on a eu quand même 9000 signatures en 8 jours que je suis allé porter nocturnement place Vendôme sans que les choses changent, mais quand même avec la satisfaction de ne pas être tout seul, et ça je crois que c'est une chose qui est importante. Voilà, c'était juste cette intro très perso que je voulais vous dire, et je vous remercie Pierre Boutas qui m'a aidé à préparer ce moment. Donc après, vous nous donnerez les règles du jeu. J'ai un micro que je ne lâche pas, mais que je leur passerai quand même quand vous voudrez, donc vous nous direz ça. Donc c'est à moi, Oui. dorénavant. Eh bien bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Merci pour ces paroles d'accueil chaleureuses. On verra après si les motifs de satisfaction d'entrée étaient justifiés. Hein. Moi, ce que je vous propose, c'est un propos liminaire pas trop long, parce que je crois qu'on est tenu par l'horaire de 17 h en fin d'initiative à peu près. Hein. C'est à peu près ça. Et puis, comme à l'habitude, moi j'aime bien les échanges. Donc, pour que des rencontres soient intéressantes, il faut aussi permettre aux participants de pouvoir exprimer leur opinion, leur point de vue, éventuellement formuler leur questionnement. Si tant est que je puisse répondre à leur intérêt. Alors, cet exercice de carte blanche, forcément un exercice qui peut être très vaste. Ce que je vous propose, c'est de développer quelques idées autour du mandat que j'exerce depuis 2014, depuis juin 2014, puisque je suis élu au conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail. Il y a peu de personnes qui savent vraiment ce qu'est l'OIT. Qui sait d'ailleurs ce qu'est à peu près l'OIT dans la salle? Il n'y aura pas de bons points, de mauvais points. Ah, on est au-delà de la moyenne. Mais sans doute que le public invité aujourd'hui a un pourcentage de connaissances sur le sujet qui est supérieur effectivement à la moyenne. C'est une des motivations d'ailleurs de la publication de ce livre, qu'il ne faut pas se faire voler, chère Anne-Marie, parce qu'il y en a de moins en moins. La Troisième Guerre mondiale et sociale, donc. C'est autour de ce livre que je vais développer le propos. Et c'est une des motivations de constater que cette institution mondiale, l'Organisation internationale du travail, est très méconnue. Et donc l'exercice de ce mandat m'a donné envie, avec Pierre, parce qu'il faut aussi attribuer à César ce qui lui revient. Pierre a co-rédigé le livre avec moi. On a eu envie de faire connaître l'institution, mais pas pour l'institution en tant que telle, bien évidemment, même, et je vais y revenir, s'il est utile de se remémorer de temps en temps des événements historiques qui peuvent encore nous guider aujourd'hui pour des politiques publiques. Alors qu'on a parfois tendance à considérer que l'histoire ne se répète jamais, ce qui est vrai. Pour autant, oublier ce que nous enseigne l'histoire peut être particulièrement dangereux. Donc faire connaître l'institution, mais au-delà, faire connaître ce que l'institution constate en matière d'évolution du travail et des droits sociaux des travailleurs. Parce que si je siège à l'Organisation internationale du travail, j'y siège sur le banc des représentants des travailleurs. Cette institution qui est méconnue a 3 composantes, les représentants des États, il y a 187 États qui siègent à l'OIT, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs. C'est d'ailleurs la seule institution mondiale qui a cette composante originale, le tripartisme, depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu une agence des Nations Unies. Vous en connaissez forcément d'autres, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, etc., etc. Il y en a 33. L'OIT est donc l'agence spécialisée des Nations Unies sur le droit des travailleurs dans le monde. Immédiatement, je ferai le constat que l'OIT est, je dirais, dans les mêmes difficultés que les autres institutions des Nations Unies, à savoir la capacité des États aujourd'hui à penser le monde de manière à la fois cohérente
unitaire, universel sur un certain nombre de principes. Il n'y a qu'à voir l'actualité aujourd'hui pour s'apercevoir combien il est de plus en plus difficile de trouver des consensus entre États, ou si ce n'est un consensus général, une grande majorité pour défendre un certain nombre de principes, de valeurs. La tendance aujourd'hui à raisonner pays par pays, nationalité par nationalité, origine par origine, tantôt les Hongrois d'abord, les Polonais d'abord, les Italiens d'abord, les Américains d'abord, les Français d'abord, etc., etc. Tout ça ne milite pas aujourd'hui à avancer dans la philosophie qui a prévalu à la création de l'OIT, à savoir penser le monde de manière pacifique, notamment par la promotion de la justice sociale. C'est ça le mandat politique de l'OIT depuis 1919, puisque cette institution a bientôt 100 ans l'année prochaine. Garantir la paix universelle par la promotion de la justice sociale. Sans justice sociale, il ne peut pas y avoir de paix universelle. Et aujourd'hui encore, on peut s'apercevoir dans l'actualité de nombreux exemples où les sources de tensions, de conflits, de guerres reposent sur la précarité, l'absence de justice sociale. Non seulement de justice sociale, mais d'éléments pour la promouvoir, pour la revendiquer, de moyens d'expression et de liberté pour essayer d'aller dans ce sens. Et donc, si j'en reviens aux motivations du livre, nous avons aussi souhaité mieux faire connaître les réalités des droits sociaux aujourd'hui, notamment dans un pays comme la France. Ça paraît crucial, puisque, et ça n'est pas faux, nous sommes renommés pour être un des pays où le standard social est parmi les plus élevés au monde. Ça ne veut pas dire le modèle universel, bien évidemment, mais en termes de principes et de droits sociaux, nous faisons partie des quelques pays, je dirais, qui avons donné le là pendant très longtemps, mais où aujourd'hui, il semble qu'on soit plus considéré comme un handicap que comme une référence. Et pour mieux comprendre où on se situe dans cet environnement international, il faut donc mieux connaître la réalité des droits sociaux dans le monde et mieux interpréter la nature des débats qu'on peut avoir en France quant à l'opportunité de modifier la législation du travail, le code du travail, la hiérarchie des normes, les principes de la négociation collective, voire ce qui de plus en plus parfois est qualifié de privilège comme étant pourtant des éléments de base des systèmes de protection sociale, par exemple. Et donc, bon, quelques chiffres, mais je ne vous promets de pas exagérer sur les chiffres, mais c'est simplement pour essayer d'avoir une photographie très rapide de ce que l'OIT évalue. Je précise que ces chiffres sont issus des rapports officiels de l'organisation, donc il ne s'agit pas de chiffres inventés ou recalculés. Hein. Nous avons compilé en quelque sorte les différents rapports qui existent à l'Organisation internationale du travail. Le dernier en date, donc, qui actualise aussi certaines données publiées dans le livre il y a maintenant 2 ans, le dernier en date fait état de l'état de l'emploi dans le monde pour faire apparaître une donnée tout à fait essentielle. 60% des emplois dans le monde sont dans l'économie informelle. 60% des emplois dans le monde sont dans l'économie informelle. C'est-à-dire que dès lors que l'on parle de contrat de travail aujourd'hui, on est dans la minorité mondiale. Le seul fait de parler de contrat de travail nous met dans la minorité mondiale. La première des conséquences, parmi les premières conséquences de l'ampleur de ce travail informel, qui progresse. Alors on a, là je vous livre des moyennes mondiales, naturellement des zones où ça progresse, des zones où ça régresse, des pays qui restent à un très fort taux de main-d'œuvre dans un cadre informel. On a des pays à 85% de travailleurs qui sont dans l'économie informelle. En Afrique, dans certains pays d'Asie. Première des répercussions, c'est les répercussions sur la protection sociale, les systèmes de protection sociale. Et le dernier rapport qui a été présenté d'ailleurs dernièrement à Paris, le rapport mondial sur la protection sociale, qui est tout à fait récent, est aussi à la fois intéressant et très largement préoccupant,
puisque 3/4 de la population du monde ne bénéficie pas de véritable système de protection sociale. Ça va naturellement avec le travail informel, évidemment. 45% de la population a une des prestations en matière de protection sociale, c'est-à-dire soit de la retraite, soit de la maladie, soit des actions du travail, c'est beaucoup plus rare, des prestations familiales. Mais 55%, c'est-à-dire 4 milliards de personnes, n'ont absolument rien. 1 sur 2, un peu moins maintenant d'1 sur 2 n'a pas de retraite. 28% des femmes ont droit à des allocations maternité. 12% des chômeurs en moyenne mondiale sont indemnisés. En France, on est au-delà de 40%. Et même avec au-delà de 40%, on considère, certains considèrent, et en général les syndicalistes, qu'il y a trop de chômeurs qui ne sont pas reconnus comme privés d'emploi, ne touchant pas des allocations. Mais vous voyez bien qu'avec 40% de taux d'indemnisation du chômage en France, comparé à une moyenne mondiale de 12%, là encore, le mot privilège risque d'être prononcé d'ici peu. Il y a 2 400 000 personnes qui décèdent chaque année du fait du travail. On évoquait en aparté la situation en France. C'est aussi une des motivations qui nous a inspirés pour choisir le titre, la Troisième Guerre mondiale et sociale. Certains journalistes, quand le livre est sorti, me questionnaient sur le choix de ce titre, considérant que pour livrer un diagnostic sur le social, utiliser le mot guerre, c'est quand même un peu osé. La guerre, ça renvoie au drame. Il y a effectivement peu de personnes qui savent qu'il y a aujourd'hui, chaque année, 2 400 000 personnes qui décèdent du fait du travail, accident ou maladie professionnelle. Encore qu'il faille ajouter le fait, ce que je vous indiquais, que 60% des emplois sont dans l'économie informelle. Par définition, dans l'économie informelle, vous ne pouvez pas être victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, puisque vous n'êtes pas censé exercer cette activité. Mais si on prend ce chiffre officiel, qui est en dessous donc de la réalité, mais si on prend ce chiffre officiel, ça veut dire qu'il y a plus de morts chaque année par le travail qu'il y a de morts du fait des guerres et des conflits réunis sur la planète. Chaque année. Naturellement, les causes sont multiples et analysées, mais c'est une des conséquences, comme le reste de cette situation, une des conséquences de cette économie mondiale qui fait du social une variable d'ajustement. Et qui semble, dans la pratique, renoncer à la mission politique qui est celle de l'OIT. C'est par la justice sociale que l'on assure une paix universelle. On semble oublier cela, on s'en éloigne, et la tendance, avec d'autres phénomènes tout à fait marquants, il y a encore 152 millions d'enfants qui sont recensés au travail, bien que ça soit naturellement proscrit par plusieurs conventions internationales. Il y a aussi 40 millions de personnes recensées comme étant victimes de ce qu'on appelle l'esclavage moderne, mais moi j'ai toujours du mal à mettre le mot moderne derrière le mot esclavage, donc je parle d'esclaves. Esclave aujourd'hui, esclave hier, c'est esclave. Avec des pays réputés comme pratiquant l'esclavage dit moderne de manière courante, y compris des pays avec lesquels la France a non seulement des relations, mais a des relations commerciales, des contrats, et donc ça renvoie d'ailleurs à une problématique de responsabilité aussi des États, des relations internationales qui impliquent soit la puissance publique, soit même des entreprises. Parce que les entreprises peuvent avoir aussi des activités dans des pays qui sont condamnables au regard du droit international du travail. Alors, une fois ce tableau livré, à grands traits, je vous le concède, mais on pourra prolonger si vous le souhaitez sur certains aspects, cette paix universelle et durable, censée être entretenue par la promotion de la justice sociale, n'a pas empêché, comme chacun sait, une deuxième guerre mondiale. Et pour cause, peut-être qu'on n'a pas fait assez dans cette direction. En tout cas, c'est ce qui est ressorti par une autre étape politique très importante dans la vie de l'institution, en 1944, la déclaration dite de Philadelphie. Je vous en cite uniquement 3 extraits pour montrer l'état d'esprit qui se dégageait en 1944. Donc vous situez la période, on n'est pas à la fin officielle de la Deuxième
Guerre mondiale, mais je dirais qu'on voit poindre le bout du tunnel. On prépare l'après-guerre mondiale. Et là, dans une conférence qui réunit, comme à chaque conférence, les représentants des travailleurs, des employeurs et des États, il y a une déclaration dite de Philadelphie, donc, qui donne des orientations pour la communauté internationale sur l'après-deuxième guerre mondiale. Et dans cette déclaration, il y est indiqué, entre autres, le travail n'est pas une marchandise. Je ne vous parle pas d'un tract syndical, hein, je vous parle de la déclaration de Philadelphie adoptée par les États communément avec les représentants des travailleurs et des employeurs. Autre citation, la pauvreté, où qu'elle existe, représente une menace pour la prospérité de tous. 1944. Pourquoi cette déclaration retient cette appréciation après coup? C'est l'analyse qui est faite des répercussions de la crise économique de 1929. La crise économique de 1929 provoque, sur le plan social, on est, pour ce qui nous concerne, mais comme dans bien des pays, avant la période de sécurité sociale, la crise économique de 1929 provoque des désarrois sociaux considérables. Il n'y a pas d'indemnisation chômage, il n'y a pas d'assurance maladie. Donc, dès lors que le travailleur perd son emploi, il perd tout, jusqu'à son habitat, puisque qui dit maladie, pas d'emploi, pas de travail, exactement, pas de ressources. Donc c'est pardon, la pauvreté qui s'installe. Et l'analyse qui est faite, c'est que la pauvreté a été le terreau favorable à l'émergence des idées racistes, xénophobes, qui ont donné l'élan, le tremplin, l'expansion du nazisme responsable de la Deuxième Guerre mondiale. Après coup, les États retiennent donc l'idée politique, le constat politique selon lequel la pauvreté, où qu'elle existe, représente une menace pour la prospérité de tous. Dit autrement, ça veut dire que si on ne s'occupe pas des zones de pauvreté qui existent sur la planète, où qu'ils se situent, ça peut finir par rejaillir sur la situation de chacun, quel que soit son continent. Et là encore, regardons l'actualité. Depuis 1944, en plus, les moyens technologiques ont largement évolué pour mondialiser tout phénomène, y compris les plus dangereux. Donc ce constat de 1944, peut-être serait-il bon de le réhabiliter dans le débat public et les politiques publiques. Et enfin, dernière citation, il faut consacrer la primauté des aspects humains et sociaux sur les considérations économiques et financières. Là aussi, je ne vous lis pas un tract syndical, je vous lis la déclaration des États en 1944. Il faut consacrer la primauté des aspects humains et sociaux sur les considérations économiques et financières. Mais dire ça dans un débat public aujourd'hui, ça apparaît comme une grossièreté. Ça apparaît comme une grossièreté. La preuve, c'est que dès que vous posez un enjeu social particulier, une question sociale, j'ose à peine prononcer le mot de revendication sociale, la réponse immédiate, c'est « mais il n'y a pas les moyens ». La considération humaine et sociale doit s'effacer devant des considérations économiques et financières. Or, l'histoire nous enseigne qu'il faut plutôt essayer de raisonner autrement. Ça ne veut pas dire en faisant abstraction totale des considérations économiques et financières. Mais si on ne retenait que l'approche classique aujourd'hui, ou dominante aujourd'hui, nos anciens n'auraient jamais mis au point le principe, le concept de sécurité sociale en France. Ça n'était pas possible. En 1943, quand le Conseil national de la résistance s'est réuni pour élaborer les mesures à prendre une fois le pays libéré, il est évident qu'il n'y avait pas les moyens économiques et financiers pour penser la mise en place de la sécurité sociale dans un pays qui était à la fois occupé, meurtri et en partie dévasté par la guerre. Donc, ils ont raisonné autrement. Donc voilà pour cette photographie. Alors après, il y a une mécanique à l'OIT. Nous sommes comment promouvoir, assurer la promotion de la justice sociale dans le monde, vaste sujet. Et j'espère qu'à l'occasion du centenaire de l'institution qui a donc lieu l'année prochaine, il y aura une prise de conscience politique au plan international. Et ce genre d'initiative, de débat peut y contribuer.
j'ai fait à peu près 200 débats autour du livre sur ces sujets-là, qui peuvent apparaître lointains ou éloignés, alors qu'en fait, ce paysage social mondial a un impact sur le quotidien de chacun de nous. Dès lors qu'on parle de compétitivité en France, on parle de comparaison internationale. Donc il est utile de savoir sur quelle base on fait des comparaisons. Si on compare la situation du travail ou des travailleurs, ou du coût du travail, bien que le travail ne soit pas une marchandise, on parle régulièrement du coût du travail, en comparant des situations qui ne sont pas comparables au regard du niveau des droits, la comparaison est faussée, évidemment. Or, nous sommes, encore une fois, dans une économie qui est de plus en plus globalisée, internationalisée. Donc cette exigence historique de promouvoir la justice sociale à travers le monde est d'autant plus urgente et nécessaire aujourd'hui que l'économie s'est de plus en plus globalisée. Beaucoup plus fortement globalisée qu'elle ne l'était il y a une centaine d'années. Donc le moyen pour aller dans cette direction-là, c'est l'élaboration de conventions internationales du travail. Il y a aujourd'hui 189 conventions internationales du travail. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, si vous avez des questions, j'y reviendrai. Il y en a 8 sur ces 189 qui sont d'application dite universelle, c'est-à-dire que tous les États doivent les respecter. Mais c'est l'interdiction du travail des enfants, par exemple. Mais je vous ai donné les chiffres. Il y a encore du travail des enfants. C'est l'interdiction de l'esclavage, mais il y a encore de l'esclavage. C'est le respect de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective. Mais je vous donne une autre donnée. La moitié de la population du monde vit dans des pays qui ne reconnaissent pas la liberté syndicale et le droit à la négociation collective. C'est-à-dire que quand on parle de compétitivité entre travailleurs, on parle aussi très souvent de compétitivité avec ou à propos de travailleurs à qui on nie le droit fondamental de s'associer en syndicat, comme les conventions internationales le prévoient, pour revendiquer une amélioration de leur situation ou négocier les conditions de leur emploi ou leurs conditions de rémunération, d'horaire de travail, de cadence, que sais-je. Alors, 189 conventions, dont 8 sont fondamentales. Toutes les autres conventions, donc qui ne sont pas d'application universelle, passent, elles, par un processus un peu plus complexe, puisque une fois qu'une convention a été adoptée au plan mondial, il faut convaincre chacun des États à ratifier cette convention, autrement dit, s'engager à l'application sur son territoire. Alors de ce point de vue-là, nous ne sommes pas en France trop mal placés, puisque nous sommes le deuxième pays après l'Espagne en nombre de conventions ratifiées. Alors un pays qui ratifie une convention, ça ne garantit pas, et il y a des dispositifs pour le surveiller, que l'État respecte forcément son engagement juridique, mais à ce moment-là, il y a des procédures qui permettent effectivement de contrôler, voire de déposer des plaintes auprès de l'OIT, des instances internationales, pour remettre des États dans le droit fil de leur engagement juridique. Mais là, je veux toucher du doigt une difficulté en matière du droit social international, c'est l'absence de sanctions. Curieusement. Je dis curieusement parce que quand on est sur le terrain du droit en général, quelle que soit la nature de ce droit, en principe, il y a les règles du droit, il y a les institutions chargées ou les organismes chargés de vérifier que le droit est bien respecté. Puis il y a une troisième colonne, quand on parle du droit, c'est les sanctions pour ceux qui ne respectent pas le droit. Même à propos du code de la route, vous savez qu'il y a les règles, il y a les moyens de surveiller que les règles sont appliquées, et puis derrière, il y a les sanctions. Mais c'est vrai pour le code de l'urbanisme, c'est vrai pour le code civil, c'est vrai pour le code pénal, c'est vrai, etc., etc. Dès lors qu'il y a du droit, il y a les règles prévues en termes de sanctions pour ceux qui ne respectent pas. Ça n'est pas le cas au plan international sur les règles sociales. Donc là, le livre met en exergue, et un des moyens, c'est en tout cas une réflexion, une suggestion, d'avancer sur la promotion de la justice sociale, c'est qu'on accepte le principe des sanctions vis-à-vis d'États qui ne respectent pas les engagements internationaux, notamment les droits fondamentaux des travailleurs. Alors, des sanctions dont il faut
imaginer le dispositif, penser naturellement, négocier, voir ce qui est praticable. Il s'agit de faire avancer des situations et non pas de jouer au détriment ou en défaveur des peuples qui sont concernés, évidemment. Mais en tout cas que la communauté internationale ne continue pas de supporter des situations qui ont déjà été qualifiées comme inhumaines et qui semblent s'inscrire dans le paysage. Parmi les autres, et puis je vais bientôt m'arrêter parce que sinon je vais être excessivement trop long, parmi les autres constats que l'on peut faire à l'OIT, c'est aussi le décalage qu'il y a, ou les paradoxes qui existent entre plusieurs institutions internationales. L'Organisation internationale du travail, dans laquelle je siège, a donc la mission de promouvoir la justice sociale à travers le monde. Et il y a d'autres institutions internationales qui viennent prendre le contre-pied de ce travail. Dans les autres institutions, je pense au Fonds monétaire international, par exemple, qui est un fonds international, le Fonds monétaire international, c'est-à-dire le fonds servant de prêteur aux États qui ont besoin d'argent, et vous savez qu'en général, on prête toujours de l'argent à ceux qui en ont le plus besoin. Non? Enfin, en principe, c'est comme ça. Mais il se trouve que depuis des années, ce FMI, qui prête de l'argent à des États, demande des contreparties. Bon. On va bien vous prêter de l'argent, vous êtes dans le besoin, mais vous allez devoir faire des efforts de votre côté, sinon ça ne peut pas marcher. Dans les contreparties demandées, c'est là qu'on pointe le scandale, dans les contreparties parfois demandées, pas toujours, parce que quand vous prêtez de l'argent à un pays qui ne ratifie pas les normes internationales du travail, il n'y a pas de contrepartie demandée. Par contre, pour certains pays, notamment des pays européens, qui sont dans le concert mondial parmi les pays qui ont ratifié le plus de conventions, il se trouve que le FMI a demandé, en contrepartie, à des pays de se mettre en défaut des normes internationales du travail. Je vous prête de l'argent, vous les Grecs, parce que vous en avez besoin, mais vous allez diminuer le niveau des pensions versées aux retraités parce que ça coûte trop cher au fonds public. Vous, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, vous avez besoin d'argent, je vais vous prêter de l'argent, mais vous allez faire des économies sur le système de protection sociale qui coûte trop cher à l'économie du pays. Vous, le Portugal, vous allez, si vous voulez de l'argent, extraire des travailleurs du champ d'application de certaines conventions collectives. Ça coûte trop cher. Vous, les Roumains, vous allez mettre, entre parenthèses, certains articles du Code du travail qui coûtent trop cher aux finances publiques. Autrement dit, on a une institution mondiale, le FMI, dont l'activité peut consister à prendre le contre-pied de ce que l'Organisation internationale du travail attend des États. Ça ne peut pas fonctionner. Enfin, en tout cas, ça fonctionne, mais la victime, en l'occurrence, ce sont les garanties internationales du travail, les conventions internationales du travail. Dans les autres institutions, il y a aussi l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Alors là, l'OMC, on peut faire le parallèle à propos de ce que j'évoquais à l'instant, à savoir les sanctions. Dans les règles du commerce international, donc l'OMC est la structure chargée d'édifier les règles que les États doivent respecter lorsqu'ils commercent au plan international. Bon, très bien. Il y a des règles, il y a une instance chargée de veiller à ce que ces règles soient appliquées, et l'OMC, elle, a des sanctions très lourdes. Mais dans les règles qu'il convient de respecter pour faire du commerce, à aucun moment, il n'est fait référence aux règles sociales. On peut faire du commerce, alors il y a en général des chapitres, je dirais, pour l'affichage, référence faite aux règles internationales du travail. Mais en termes d'obligation, ça n'est pas le cas. Vous pouvez distribuer, commercer des produits qui ont été fabriqués avec des infractions très importantes aux normes internationales du travail. Un des moyens de promouvoir la justice sociale, ce serait d'obtenir que les règles du commerce intègrent la promotion de la justice sociale dans les échanges commerciaux. Alors on peut considérer que c'est ambitieux, que c'est peut-être une utopie, mais à un moment donné, si on ne place pas quelques utopies dans le devenir de l'humanité, ça va finir par être morose, l'avenir. Donc il faut aussi essayer de tracer des pistes. Et puis un autre élément, et je vous promets, je m'arrête là,
un autre élément qui pèse énormément sur le droit, en tout cas qui génère des réflexions et qui, de mon point de vue, de notre point de vue, je peux dire avec Pierre qui est ici présent, qui pourrait justifier une évolution des sources du droit, c'est naturellement le poids, la surface qu'occupent les entreprises multinationales dans l'économie mondiale aujourd'hui. Le dispositif du droit international du travail repose sur la capacité des États. Ce sont les États qui siègent, et les travailleurs, je vous l'ai indiqué. Mais ensuite, pour la mise en œuvre du droit, on attend en retour une capacité des États. Or, les États dans lesquels 80-90% de l'emploi est dans l'économie informelle, l'appareil d'État n'a rien à voir avec l'appareil d'État tel qu'on peut le concevoir dans un pays comme la France, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, quelques pays européens. Dès lors que vous avez l'essentiel de l'économie qui est une économie informelle, vous n'avez pas de ressources publiques. Si vous n'avez pas de ressources publiques, vous n'avez pas de moyens de structurer un État avec une administration, des moyens de contrôle, des moyens de police, des moyens de sanction, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer aux capacités des États à faire leur travail, naturellement. Et puis dans la liste, il y a aussi les États corrompus, les États qui ne sont pas démocratiques. Il y a une liste d'États où, avant que la responsabilité des États telle qu'on le conçoit dans les institutions internationales soit véritablement assumée, il va se passer un certain temps. Mais l'autre phénomène, c'est que ce sont moins les États aujourd'hui qui donnent le là de l'économie mondiale que les entreprises multinationales. L'OIT évalue autour de 80 000 le nombre de multinationales présentes dans le monde aujourd'hui. 80 000 multinationales qui emploient directement 200 millions de travailleurs, donc c'est relativement peu. Par contre, le rayonnement de ces multinationales, lui, est beaucoup plus important, puisqu'on évalue à 1 travailleur sur 5 aujourd'hui dans le monde la proportion des travailleurs au service des multinationales. Dit autrement, vous prenez 5 travailleurs en moyenne, vous en aurez un dont l'activité sert le commerce d'un produit dont les bénéfices reviendront au final à une multinationale. Et la proportion d'ici quelques années devrait passer à 1 sur 4. Donc c'est considérable. Et on voit que ce sont ces multinationales qui, en investissant, en désinvestissant, ont un potentiel d'influence sur les économies nationales bien plus important que les décisions que peuvent prendre certains États sur un plan national. Donc se pose aussi la question, ou le défi plus exactement, de savoir comment ces entreprises multinationales, donc qui exercent sur plusieurs pays, voire sur plusieurs continents, assument aussi une part de responsabilité dans la nécessité de promouvoir la justice sociale. Et donc, ça renvoie, en France, on a eu un débat, voire une loi, sur ce qui a été appelé le devoir de vigilance, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, mais il serait aussi nécessaire, je m'en tiens là pour tenir ma promesse de ne pas être excessivement long, donc il serait nécessaire que l'OIT voit ses pouvoirs, sa capacité élargie à un contrôle, une surveillance, voire une aide des multinationales pour qu'elles servent de point d'appui à promouvoir la justice sociale dans le monde, et qu'elles ne soient pas, parce que certaines, les multinationales n'ont pas toutes le même comportement, certaines vont être plus raisonnables que d'autres à l'égard des droits sociaux, mais on a aussi de vrais prédateurs. Il y a aussi des entreprises qui tirent le plus grand bénéfice de ces différentiels sociaux. Je vous donne un dernier chiffre pour conclure. L'infraction du travail des enfants, faire travailler des enfants en dessous de 15 ans, qui est donc proscrit par plusieurs conventions internationales du travail, et le travail forcé génère chaque année 150 milliards de dollars de profits illégaux. 150 milliards de dollars. Quand il y a eu le travail des enfants, il y a fabrique de produits à partir du travail des enfants qui sont commercialisés par des entreprises qui peuvent être, à l'échelle internationale, des chaînes de distribution très importantes. Quand des ouvrières sont sous-payées
dans les usines du textile au Bangladesh et que l'usine s'effondre, il y a des multinationales qui portent une responsabilité sur les conditions sociales dans lesquelles ces ouvrières ont été confinées pour travailler dans un bâtiment qui en plus ne respectait aucune des certifications nécessaires pour mener une activité industrielle de ce type. Voilà, donc, excusez-moi si tout ça a pu vous apparaître un petit peu touffu ou confus, mais peut-être que pour le reste du temps, sous votre contrôle peut-être, nous pourrons avoir un échange, un prolongement et peut-être vos propres réflexions sur ces défis qui sont tout à fait contemporains selon moi. Peut-être que c'est difficile de faire le micro d'applaudir, mais je le fais en même temps. Merci à vous. Je pense qu'il y a plein de questions. Moi, j'en ai tout de suite une, parce que c'est toujours difficile de faire venir les questions. Donc, à vous deux aussi, il y a les deux présidents là, de réagir sur ce que vous évoquiez de concurrence finalement entre les organismes internationaux. Comment est-ce que vous voyez là maintenant notamment la place de l'OCDE et des fameux ODD dits SDG qui viendraient maintenant un peu comme panacée générale et couvrir sur l'ensemble des champs financiers, environnementaux, sociaux et autres, couvrir les choses. Donc comment par exemple, quel type, pardon de commencer pour moi sur un truc qui est un peu dur, quoi, parce que on voit bien depuis la COP 21, la COP 22, ces grands objectifs de développement durable de sortir. Voilà, quelle fois on peut y accorder. Donc moi c'est une première question. Comment vous voulez qu'on fasse? Peut-être qu'on prenne plusieurs questions. Qui souhaiterait réagir? Jean-Marie, toi? Pardon, parce que t'es en train de boire, donc c'est difficile en même temps. Attends, je te redonne un micro. Sur les ODD me paraît extrêmement intéressant, mais je veux revenir sur un des points que vous évoquez à la fin, le fameux devoir de vigilance. Est-ce que ça vous paraît vraiment un progrès et est-ce que vous êtes confiant dans sa mise en œuvre? Bon, devoir de vigilance. Moi, j'aurais une question du point de vue des employeurs qui participent à l'OIT. J'admets que je suis employeur de pays riches. Normalement, je dois avoir un intérêt à ce que la concurrence soit dans le monde correctement réglée. Donc je devrais venir plutôt en appui d'une justice sociale bien appliquée et bien distribuée dans le monde. Alors, est-ce que les employeurs jouent ce rôle-là dans la pratique ou est-ce qu'ils ont d'autres préoccupations qui les rendent plus confus ou même hostiles? Encore un jet de questions ou est-ce que... Monsieur Bernard, on continue? Parce que là, il y en a 3-4 autres qui arrivent en rafale. Voilà. Donc, vas-y, François. François Hainaut, donc directeur d'un master droit social à l'Université d'Amiens. Pour rebondir sur la question de M. Bouvet, la crise de l'OIT, la crise présente, puisque c'est ce qui se dessine, est-ce qu'elle est plus grave que d'autres crises? On se souvient, quand les Américains sont partis dans les années 70, il y a une crise financière. Là, c'est une crise d'une autre nature. Et voilà, quelle est votre... Merci à toi. Aurélie. Bonjour, Aurélie de la VCR, responsable relations sociales dans une entreprise du CAC 40. Je suis très sensibilisée à vos questions et notamment sur la compliance ou la conformité. Et puis votre discours en fait m'a sensibilisée sur les droits de l'homme. On voit que les entreprises, tout à coup, se préoccupent, même si elles s'en sont préoccupées avant, des droits de l'homme, avec des directeurs éthiques dans l'entreprise qui apparaissent, des directeurs effectivement et des nouveaux groupes de travail sur la politique des droits de l'homme. Et donc je m'interroge, je vois toute la bonne volonté que l'OIT met en œuvre et comment pouvez-vous être, ou est-ce que vous avez un plan d'action plus proactif ou plus contraignant, parce que c'est la soft law finalement, pour que les entreprises prennent en compte vos préoccupations. Il y a tellement d'instances, tellement de codes, tellement de déontologie sur le sujet. Comment l'OIT pourrait être peut-être plus présente dans les entreprises pour faire prendre conscience aux salariés, à ses dirigeants et à des responsables juridiques comme moi, mais à d'autres responsables, de l'importance de se saisir de ces sujets-là. Puisque dans tous les cas, même si vous avez des responsables comme moi qui en sont convaincus, et dans mon entreprise j'ai d'autres personnes convaincues, il faut en faire une priorité au niveau d'une direction générale.
Donc, et parfois, les externes, et donc des instances comme les vôtres, peuvent nous aider sur le sujet. Donc je reste en attente, en fait, dans l'entreprise pour vous nous accompagner sur le sujet. Est-ce que vous avez des plans d'action, finalement, beaucoup plus présents au sein de l'entreprise? Merci. Eh bien, ça fait déjà plein de questions, Oui, donc voilà. Oui. Merci. Oui, il y a déjà beaucoup de questions. Alors, les ODD, les objectifs du développement durable, objectifs fixés par les Nations Unies, par la communauté internationale, la communauté des États. C'est moins je dirais, la validité de ces objectifs, qui, de mon point de vue, nécessite commentaire ou réflexion, que les moyens pour les atteindre. C'est ça qui est en jeu. Une protection universelle à l'horizon 2030. 3/4 de la population mondiale n'a pas de véritable système de protection sociale. Et on dit ODD, je ne sais plus le numéro, peu importe, le concept de protection sociale universelle. L'autre élément, vous évoquiez les défis environnementaux. L'autre élément, la guerre mondiale, elle est sociale, mais elle est aussi environnementale. C'est-à-dire que la même mécanique qui, sur le plan social, alors, a des répercussions négatives en certains endroits de la planète, l'accélération des échanges a pu provoquer des avancées sociales. Il ne faut pas le nier non plus. Les populations sont sorties de certaines pathologies, même si aujourd'hui, dans certains points du monde, on voit de nouveau des pathologies réapparaître, justement à cause de la précarité ou de la pauvreté, alors qu'on les croyait éradiquées à tout jamais. Donc, il y a eu... L'accélération des échanges a pu, et peut, encore aujourd'hui, produire du plus sur le plan social. Mais la tendance flagrante à l'échelle mondiale, pour ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, c'est la montée de la précarité, l'instabilité. D'où l'importance cruciale de la protection sociale. Dans un monde instable, précaire, dont on ne peut pas prédire, pour X raisons, ce qui va se passer d'ici quelques mois, quelques années, s'il n'y a pas ce qu'on appelle les filets de protection sociale, là, danger. Parce que là, on parle de dizaines, voire de centaines de millions de personnes. C'est pas... Donc pour moi, le questionnement est plus sur les moyens d'atteindre les objectifs du développement durable que la réflexion de... Parce que dans beaucoup d'institutions, tout le monde dit qu'il est d'accord avec les objectifs du développement durable. Je n'entends pas dans les instances de l'OIT, soit d'État, soit même de représentants des employeurs, contester la nécessité des conventions. Bon, certains, quand même, notamment les employeurs, en général, ajoutent oui pour des textes, mais non contraignants. C'est tout dire. Du droit non contraignant. Vous voyez, c'est original dans une institution mondiale que de revendiquer que les textes soient d'application volontaire par pays. Si c'est ça, les objectifs du développement durable, il faut les oublier. C'est pas... Voilà. Alors que l'on tienne compte dans le raisonnement international, naturellement, des réalités locales, des réalités économiques, des réalités sociales, institutionnelles, politiques, géographiques, évidemment. Mais ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur le sens et que chacun fasse les efforts qu'il peut faire pour aller dans le sens arrêté par la communauté internationale, parce que sinon, on n'y arrivera pas, alors que notre sort est lié. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Notre sort est lié. Sur le plan social comme sur le plan environnemental. Mais c'est cette même mécanique qui rend les choses dangereuses aussi sur le devenir de la planète. Lorsque vous ne permettez pas à la moitié des travailleurs du monde de s'associer en syndicat, de revendiquer, de s'exprimer sur ce qu'ils font, sur le travail qu'ils font,
vous bâillonnez la moitié de la planète aussi sur les solutions susceptibles d'être mises en œuvre pour préserver l'environnement. Donc la question de la liberté syndicale, elle est déjà fondamentale au regard des droits humains tels que définis par les Nations Unies, mais elle sous-tend aussi d'autres enjeux, notamment celle-ci. Alors le devoir de vigilance, la loi qui a été votée en France, oui, c'est un progrès. C'est un progrès. Ça aurait pu aller au-delà. Le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif sanction, d'ailleurs. Bon. Donc il y a une loi qui dit ce qu'il faut faire, mais il n'y a plus de sanction. Bon, encore une fois, c'est... Mais déjà, ça permet d'installer une prise de conscience qui a un devoir de vigilance. Alors le devoir de vigilance, il impose que les entreprises multinationales françaises d'une certaine taille aient un plan d'action dans leur entreprise à l'égard de leur chaîne de sous-traitants pour se prémunir d'infractions les plus importantes à la législation internationale du travail. C'est donc un plan d'action interne. L'obligation, elle est là. Chaque entreprise doit se doter de dispositifs internes veillant à ce que ses sous-traitants ne soient pas en infraction avec notamment les droits fondamentaux. On pourrait aller au-delà, mais c'est un premier pas, et je dois dire que pour le mouvement syndical à l'échelle internationale, c'est un point d'appui. Naturellement, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont intéressées par la législation française, parce que ce devoir de vigilance, il serait efficace dès lors qu'il serait généralisé dans plusieurs pays, et singulièrement dans un premier temps dans l'Union européenne. Si déjà toutes les multinationales ayant leur siège dans l'Union européenne étaient contraintes à ce devoir de vigilance, alors on peut dire à la française ou quelque chose qui lui ressemble, après au plan international on sait bien qu'il faut toujours négocier les contours du droit qui peuvent être différents d'un pays à un autre, ça changerait beaucoup de choses. Mais voyez-vous, quelque chose me dit que le social et l'Union européenne, c'est pas un couple qui s'entend très bien. Et donc, on a du mal. Dans la globalisation, il y a aussi ça. La difficulté, ou de plus en plus de difficultés, à ce que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, défendent une certaine conception du monde de demain. Sur le plan social et au plan international, comme au plan des droits de l'homme. Un certain nombre de pays européens, dont la France, pas que la France, mais dont la France, ont donné le la du droit international. Et aujourd'hui, dans les difficultés politiques que traverse l'Union européenne, là aussi il n'y a qu'à regarder l'actualité, on a de plus en plus de mal à avoir des pays de l'Union européenne qui donnent le la ou qui cherchent à donner le la à la reconnaissance de droits universels, y compris de droits sociaux. Alors, les employeurs, j'y reviens, naturellement, dans les déclarations, en général, sont favorables à l'OIT, sont, bien sûr. Dans leur attitude au quotidien, je parle des organisations qui représentent les employeurs. Je ne parle pas des employeurs, ce qui est d'ailleurs une source de préoccupation. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a eu la catastrophe du Rana Plaza, l'effondrement de l'usine textile, en 2013, c'est 2013 je crois, 2013. Il y a eu un sommet mondial convoqué par l'OIT, parce que naturellement avec une catastrophe comme ça, là, ça interpelle tout le monde. Il y a eu une conférence mondiale convoquant les représentants des employeurs du secteur du textile, de la chaussure, du cuir, de l'habillement, etc., des représentants des travailleurs des pays où ces activités sont les plus implantées, c'est-à-dire principalement l'Asie, l'Afrique du Nord, quelques pays européens et quelques pays d'Amérique. Les représentants des travailleurs et les États concernés, bien évidemment. Dans les pays concernés, les représentants syndicaux étaient issus des filières concernées. C'était des militants syndicaux des filières textiles qui travaillaient dans des usines, etc. Mais pour ce qui était des représentants des employeurs, nous avions des
représentants d'organisations, voire parfois des avocats, mais nous n'avions pas de représentants, nous n'avons pas de donneurs d'ordre des majors du textile international. Alors que nous savions que certains d'entre eux auraient aimé participer à l'échange, voire même certains d'entre eux souhaitaient faire évoluer, et ils l'ont fait évoluer la situation dans certaines branches. Pourquoi? Parce qu'il y a la question de leur réputation, tout simplement. Avec les campagnes qui ont été menées, justement, sur la notion de responsabilité sociale, vous faites fabriquer des vêtements dans un pays connu, mais où on sait qu'on fait travailler des enfants, on fait travailler des gens pour quelques centimes de dollars, le short ou le t-shirt. Vous ne pouvez pas être indifférent aux conditions sociales, ou alors vous serez jugé comme complice si une usine s'effondre. La polémique a monté, et à juste titre. Et en tant que syndicaliste, on a participé à cette pression. Un certain nombre avaient bien conscience que si ces pratiques-là n'évoluaient pas, au final, leurs produits risquaient de rester à l'étalage, parce que, informés, le consommateur n'aurait pas forcément accepté d'acheter des produits dont il savait qu'il était fabriqué dans telle ou telle condition. Dans le livre, d'ailleurs, on préconise avec Pierre que l'OIT puisse délivrer un label social international. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes ces entreprises qui collent des pastilles sur leurs produits. Des pastilles bleues, des pastilles vertes, des pastilles... enfin, c'est des meilleurs. Des pétroliers... J'en ai vu un, une fois que la voiture est passée, si vous utilisez cette essence, l'air est plus propre après que... C'est un peu l'histoire à Coluche, vous savez. Les nœuds avec la lessive, ben là, c'est la voiture recycle l'air. Extraordinaire. Non mais plus sérieusement, oui, je pense qu'il serait intéressant que le consommateur au plan mondial, quel que soit le pays, le continent, il achète un produit, il y ait un label qui lui indique dans quel degré de respect des droits sociaux internationaux ce produit a été fabriqué. Alors naturellement, ça voudrait dire un label négocié au plan mondial, dont il faudrait définir les contours, les processus, etc. Mais, et qui mieux que l'Organisation internationale du travail, qui a un mandat des Nations Unies, serait habilité à livrer ce label en lieu et place d'agences qui collent, elles, des pastilles violettes, bleues, jaunes, ou des entreprises elles-mêmes qui se présentent comme vertueuses. Et naturellement, il faut encourager les entreprises à être attentifs à leur mode de production. Mais dans le contrôle, c'est quand même mieux en général quand il y a une tierce partie qui assume le contrôle plutôt que l'autocontrôle. L'autocontrôle, ça a ses limites. De l'autocontrôle est nécessaire, mais ça a ses limites. Donc dans les plans d'action, voilà une idée. Alors ça dépend naturellement des activités. Mais pour tout ce qui est commerce, il serait utile de réfléchir à un référentiel international, alors qui pourrait tenir compte aussi des efforts faits dans un pays ou de l'orientation donnée. On sait qu'il y a des pays pour lesquels il faudra des dizaines d'années pour arriver à des standards considérés comme acceptables. Ce qui compte, c'est le sens, la direction empruntée dans ces pays-là. Mais quand on voit des reculs et des replis, voire la négation d'infractions à des droits humains fondamentaux, je pense à l'esclavage au Qatar, j'aime citer le Qatar, à propos de l'esclavage, parce que c'est une réalité. C'est 1 800 000 travailleurs esclaves au Qatar sur 2 300 000 habitants. Autrement dit, il y a 500 000 Qataris qui font travailler 1 800 000 esclaves qui viennent de 130 pays différents. Et ben voilà, il faut le savoir, et qu'on ne soit pas indifférent quand on constate qu'on peut contracter avec des pays comme le Qatar dans tous les domaines, en oubliant cette réalité sociale très, très particulière. Alors le Qatar a pris des engagements, mais enfin, je pense qu'il y a encore un certain nombre d'années où on pourra continuer de considérer et de qualifier la situation d'esclave pour la plupart des travailleurs au Qatar. Donc, ce que j'évoquais, je m'en suis un peu éloigné, c'est que à l'OIT, nous avons très souvent des
dans les débats des représentants, des organisations qui représentent les employeurs, mais pas forcément les employeurs concernés par les textes. Si j'en reviens au textile, il aurait fallu mener un débat contradictoire avec des représentants de Walmart, les majeurs du textile, pour pouvoir discuter avec eux. Les deux questions à l'ordre du jour, c'était les conditions de travail et le niveau de rémunération. Si on vous envoie les avocats pour discuter de ces deux questions-là, un chef d'entreprise qui envoie son avocat pour négocier avec les syndicats de son entreprise, c'est qu'il n'a pas tout compris. Qu'il n'a pas tout compris, ou qu'il ne veut pas comprendre, ou qu'il refuse de comprendre. Donc parfois on bute aussi à ce propos. Et puis, je l'indiquais, sous couvert de boutade, mais c'est quand même de plus en plus récurrent, il y a une forme de contestation à ce que l'OIT, de la part d'un certain nombre de représentants d'employeurs, se voit attribuer le rôle politique qui est celui des Nations Unies, à savoir faire le droit, contrôler le droit, dans une instance internationale. Depuis 2008, par exemple, on a une grave crise, on dit d'interprétation des textes, parce que ça a été le motif trouvé par les employeurs, à propos l'interprétation donnée à une convention, la 87, sur un sujet de détail, c'est la reconnaissance du droit de grève. Ça fait 60 ans que la convention 87, par des experts, il y a un collège d'experts internationaux qui est chargé aussi de surveiller la mise en œuvre et le respect des conventions internationales, ça fait 60 ans que ces experts ont considéré que l'exercice du droit de grève faisait partie des libertés syndicales, c'est-à-dire qu'on reconnaissait au plan international que les travailleurs qui arrêtaient de travailler, la grève, exerçaient une liberté syndicale fondamentale. Et depuis 2008, les employeurs ont levé le doigt, on dit attendez, non, nous on a regardé les textes, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter la Convention. Le droit de grève n'est praticable que dans les pays où la Constitution nationale du pays, ou une loi, ou un décret, ou un règlement, reconnaît ce droit aux travailleurs du pays. Il n'y a que 90 pays dans le monde où la grève est reconnue, soit dans la Constitution, soit dans une loi, soit un décret. 90 pays. Ça veut dire que dans tous les autres, plus de 100. Les travailleurs n'auraient pas le droit de grève. Or, l'OIT est l'instance internationale, depuis presque 100 ans, qui permet à des travailleurs, s'ils se mettent en grève, d'avoir ce filet de protection si jamais leur gouvernement autorisait soit des licenciements, soit des répressions. On a des pays où ce qui fait l'ordre du jour social de ces pays, c'est le nombre d'assassinats de syndicalistes. On n'est pas non plus dans un monde de bisounours. Guatemala, 60 assassinats de syndicalistes en 5 ans, qui n'ont pas encore donné lieu au début de procédures et encore moins de recherche de coupables. Donc on est aussi dans un environnement international parfois particulièrement violent sur les rapports sociaux, si tant est qu'on puisse parler de rapports sociaux. Alors les plans d'action, bon, pour répondre à madame, ça peut dépendre aussi des entreprises, hein, mais je pense que les organisations syndicales dans les entreprises, avec les directions d'entreprise, doivent avoir un dialogue à propos de cette responsabilité sociale, ce devoir de vigilance. En s'efforçant, parce qu'à l'expérience c'est quand même ça qui est assez déterminant, en s'efforçant de vérifier comment, dans les pays où une multinationale a des activités, elle va s'appuyer sur des acteurs locaux. Alors il y a des pays où le fait syndical est reconnu quand même, donc là il y a des responsables syndicaux locaux qui peuvent aussi être des alertes quelque part si leurs propres sous-traitants dévient par rapport au droit international. Mais ça peut être des associations, ça peut être différentes structures locales. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des engagements mondiaux, mais qui s'appuient aussi sur du local. De manière à ce que ça ne reste pas simplement une espèce de vœu pieux ou de texte de référence, mais où concrètement les choses n'avancent pas avec suffisamment
suffisamment de précision. Voilà, peut-être un peu long sur mes réponses, pardonnez-moi. Non, mais... c'est carte blanche, alors vous avez tous les droits. J'en profite. C'est pas tous les jours, j'en profite. Exactement, sauf c'est ce qu'on disait ce matin, il y a les deux droits fondamentaux, vous savez, les deux droits fondamentaux de Baudelaire, qui étaient l'un de reconnaître le droit de se contredire, donc ça vous avez le droit, et l'autre de s'en aller, ça vous n'avez pas le droit. François, tu veux? Oui, François Watteau, ex-directeur de l'ORS. J'avais deux questions, enfin, remarques concernant les entreprises. Finalement, quand on parle des entreprises, de quoi parle-t-on? Parce que là, on a beaucoup parlé des multinationales, mais il y a aussi des entreprises publiques, des entreprises familiales. Je dis ça dans le monde entier. Et puis, il y a, je trouve qu'on ne met pas suffisamment en avant l'entrepreneuriat social. Des entreprises qui relèvent de l'économie sociale, alors qui d'un pays à un autre, on va parler de coopératives, d'associations, et qui dans certains pays sont quand même de taille très conséquente. Je pense au Bangladesh, où là on a vraiment des entreprises tout à fait intéressantes, qui ont des pratiques intéressantes, qui peuvent d'ailleurs intégrer le secteur informel, parce que c'est aussi tout l'enjeu du basculement du secteur formel à l'informel, et ça va même jusqu'à imaginer des entreprises de travailleurs domestiques, pour défendre les droits de ces travailleurs domestiques. Mais ce que je trouve dommageable, c'est qu'on a peu d'expérience dans les pays francophones, beaucoup plus de choses intéressantes en termes de pratiques, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique anglophone, comme s'il y avait une sorte de tabou dans les pays de la francophonie à imaginer qu'on ait des entreprises dites sociales. Voilà, ça, c'est ma première remarque. Ça existe, mais on ne les voit pas, on ne les met pas suffisamment en visibilité, et donc c'est une alternative entre, je dirais, un quipétilisme pur et dur, un État qui serait le garant de tous les droits. Mon autre remarque, c'est sur la question des multinationales. On a été à promouvoir les accords cadres internationaux, et alors ça fait partie de ces acteurs engagés, avec d'ailleurs le soutien des grandes organisations syndicales françaises. On a quand même une spécificité européenne, puisque nous tenions un jour la liste de tous ces accords mondiaux, 180 à peu près. C'est pas beaucoup, mais c'est intéressant, plutôt des entreprises européennes. Là, il y a une nouvelle génération d'accords qui arrive, bien évidemment sur la non-discrimination de droit de grève, mais sur le fait de formaliser des engagements sur un plan mondial dans le domaine de la protection sociale. Et je pense, puisque j'avais fait un travail de recensement, une quinzaine de multinationales qui disent dans tous les pays où nous sommes, congé maternité égal à la norme de l'OIT, c'est-à-dire 14 semaines. Même si le pays ne prévoit pas de maintien de salaire, etc., nous nous engageons, en tant qu'entreprise, à assurer un congé maternité à toutes nos femmes travailleuses. Ça commence à émerger sur la question de la paternité, parce qu'on ne peut pas avoir une égalité des droits si les hommes aussi n'investissent pas la sphère familiale. Là aussi, je pense que c'est une tendance intéressante que de la part de ces multinationales de donner, je dirais, de faire le lien entre un enjeu qui est celui de la couverture sociale, et la EDF vient d'ailleurs de signer, réactualiser son accord mondial sur les questions d'ailleurs de la santé, hein. Donc on avait maternité, etc. Donc là c'est peut-être une piste intéressante, et donc peut-être à valoriser. Alors ça va même jusqu'à que deux multinationales sur la question des modes de garde des enfants, en disant que si nous voulons aussi assurer ce principe de non-discrimination, nous devons offrir à nos travailleuses, hein, puisque c'est le terme consacré, des chambres d'allaitement, des modes de garde, parce que l'absence de mode de garde est un des freins, convention je ne sais plus combien, sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Voilà, piste intéressante, mais ça veut dire aussi valoriser, amplifier ce phénomène qui est encore peu connu. Une réaction déjà? Oui, Frédéric Dupuis du bureau de l'OIT pour la France. Sur ce sujet, oui, je voulais intervenir parce que notre bureau a initié une étude sur le sujet en collaboration avec l'Université Dauphine et Paris 1, donc sur les accords cadres internationaux donc, qui sont négociés par les grandes entreprises françaises. Donc, on a fait un colloque au début de l'année où certains d'entre vous ont peut-être participé et on continue à travailler sur le sujet. On va effectivement travailler peut-être avec le Collège de France aussi donc sur les entretiens qu'on fait avec eux donc, au mois d'octobre,
je ne me souviens plus la date exacte. Mais en fait, c'est un sujet qui est vraiment en réflexion chez nous, et on espère effectivement que ça va être aussi un sujet de réflexion pour l'OIT à Genève, parce qu'il y a un comité d'experts sur le dialogue social transnational qui va se mettre en place. Donc effectivement, je pense que l'OIT a un vrai rôle à jouer de médiateur, de donneur d'expertise, de compilation, on va dire, de ces accords cadres, de facilitateur de ces accords cadres. Et on a aussi un service à l'OIT qui s'appelle Helpdesk, qui est dédié vraiment aux entreprises, qui s'adresse aux entreprises. Donc vous pouvez contacter quand vous êtes une entreprise pour savoir justement quoi faire pour appliquer les normes de l'OIT dans tous les pays qui sont couverts par votre entreprise. Donc voilà, c'est encore un sujet en réflexion, en devenir, mais sur lequel on travaille, et on a beaucoup d'espoir en France parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises françaises qui ont signé des accords cadres internationaux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, effectivement, du côté syndical, avec les fédérations syndicales internationales, et du côté aussi des employeurs, c'est valorisé des deux côtés. Donc c'est pas seulement d'un seul. Juste une remarque en complément de ça. Vu de l'extérieur, encore une fois, moi je ne suis pas à l'intérieur de l'OIT, mais sur la question après le Rana Plaza et sur la question de la filière textile, on a quand même l'impression que même s'il y a eu plein de freins et que finalement l'éthique sur l'étiquette et surtout les gros plans sur les étiquettes mettant en cause finalement les distributeurs et les revendeurs ont servi beaucoup, on a quand même l'impression que le travail qu'a fait l'OIT a fait avancer les choses là, de ce côté-là. Et donc moi je voulais quand même là, vous rendre hommage là-dessus, c'est que bon, alors effectivement, malheureusement, les choses progressent toujours après les accidents, et les accidents graves, mais là, il y a eu une prise de conscience, qui a quand même été suivie des faits tout positifs. Voilà, c'était un petit peu le temps pour vous laisser à vous. Voilà, peut-être là, c'est déjà très riche le soin de répondre là déjà maintenant, puis je n'ai pas ma montre, non, je vais regarder de l'autre côté. Oui, alors déjà, à propos de l'OIT, une remarque au passage, hein, la tonalité préoccupante que je livre ne consiste pas à disqualifier le travail fait par l'OIT depuis une centaine d'années. Je le précise au cas où il y a une mauvaise interprétation de mon propos. C'est justement parce que je pense qu'on s'est éloigné à la fois de la mission politique qui était attribuée à l'OIT à sa création, qu'on n'a pas suffisamment réfléchi aux moyens correspondant à l'évolution de l'économie mondiale telle qu'elle a évolué. On est resté sur les fondamentaux du fonctionnement de l'institution telle qu'elle a été conçue. Or, le monde change, on cesse de le répéter sur tous les plans, et dans le domaine économique par définition, et sur le plan social également, par répercussion. Que je pense qu'il est important de pointer, non pas un discrédit de l'institution, mais ce en quoi et comment on pourrait renforcer ses moyens ou ses prérogatives pour être plus efficace sur le mandat politique. Hein, je voulais le préciser pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Le débat sur la nature des entreprises. Alors, l'OIT intègre cette diversité. Mais, et ça n'est pas propre à l'OIT, hein, moi, vous savez, dans le dialogue social français, c'est aussi vrai. La représentation patronale, pour utiliser la terminologie classique, masque la grande disparité des réalités des entreprises. Alors je ne sais pas si le MEDEF vient de changer de président, je ne sais pas ce que ça... Puis je m'interdis maintenant quelques expressions sur le sujet. Je suis une responsabilité, ça devrait... Mais voilà, les entreprises de l'économie sociale, les coopératives, les petites entreprises, l'artisanat. Mais dans les institutions internationales, c'est un peu comme dans le dialogue social national. Les organisations représentatives ne sont pas forcément représentatives. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Si on pouvait discuter des questions de la filière textile avec les majors du textile, ça serait très bien. Sauf que dans les institutions, c'est pas comme ça que ça marche. C'est les avocats payés par les entreprises du textile qui sont envoyés pour défendre une position où la mission consiste à revenir sans que ça coûte quoi que ce soit à l'entreprise au final, sans qu'il y ait plus d'obligations au final, sans que ceci, sans que le cahier des charges est tout simple. C'est l'avocat qu'on envoie pour que... Voilà. Si c'est ça le dialogue social, voilà. Et au plan international,
vous multipliez ça à l'envi, quoi. Alors sur les ACI, je suis d'accord, et il faut les promouvoir, y compris pour faire avancer un certain nombre de droits sociaux fondamentaux, mais une remarque au passage quand même. Naturellement, un grand groupe qui, parce qu'il peut aussi y avoir un intérêt, et c'est légitime, la protection sociale, elle sert les individus, elle sert aussi à la production, à la productivité, au mieux-être au travail. Il y a des atouts mutuels, je dirais, à mettre au point des systèmes de protection sociale. Quelqu'un qui n'est pas dans l'anxiété du lendemain, notamment s'il risque d'être malade pour être privé de ressources, parce qu'il n'y a pas d'assurance malade, il aura quand même des ressources, il travaillera avec un autre esprit. Et c'est vrai, on le sait bien, pour tous les aspects liés à la protection sociale. Y compris que, normalement, un jour, il peut être assuré d'avoir une retraite. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ça a peut-être changé, mais jusqu'à présent. La remarque que je voulais quand même formuler par rapport à l'impact de ces accords cadres, qui peuvent, et c'est heureux, faire progresser l'implantation des systèmes de protection sociale, y compris dans des pays où la législation ne le permet pas, c'est que dans le pays en question, ça pose des questions, ça soulève des problèmes. Comprenez? J'illustre mon propos. Si on le faisait à l'inverse, on n'a pas la sécurité sociale en France. Mais vous avez des firmes étrangères qui, travaillant en France, décident de mettre en place l'assurance maladie, par exemple. Résultat, si vous êtes chez Coca-Cola, vous avez peut-être une assurance maladie, vous travaillez en France, vous êtes Coca-Cola avec une assurance maladie. Si vous travaillez pour Ford, vous n'avez pas d'assurance maladie. Si vous travaillez pour Mitsubishi, vous aurez peut-être une assurance... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme, je dirais pas de discrimination, mais d'inégalité de traitement qui peut... Alors, il faut le concevoir comme un point d'appui, mais un point d'appui pour aller vers la généralisation dans le pays. C'est-à-dire que ce soit un point d'appui qui serve à faire reconnaître ce droit légitime à l'échelle du pays. Historiquement, les allocations familiales en France sont venues effectivement du sursalaire généré par les entreprises du Nord et qui ont mutualisé le système des allocations familiales. Donc on peut... Oui, sur un plan historique, c'est intéressant d'analyser. Je dirais qu'en France, les allocations familiales sont venues au départ des entreprises qui versaient à leurs salariés des allocations pour les chargés de famille, qui dans les années 30 ont mis en place des systèmes de compensation. Et en 1945, on a généralisé un système qui venait des entreprises. Voilà. Mais ça, c'est pas l'un contre l'autre. Pour moi, c'est l'un qui crée une dynamique. Je prends la question du congé de paternité. Il y a des multinationales qui ont pris l'engagement sur un plan mondial de donner 10 jours de congé à leurs employés masculins. Je peux vous dire que ça va générer un débat dans certains pays, parce qu'il est impensable que les hommes puissent s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Je vois plutôt le côté positif. Non, mais je suis d'accord pour le considérer comme un point d'appui, hein, tout à fait. Mais ce que je veux quand même faire remarquer, c'est que localement, ça peut provoquer des situations... Alors, et qui, comment dire, ne doivent pas faire oublier que très souvent, ce que j'évoquais au début de mon propos, le poids de l'économie informelle est le structurant qui affaiblit la capacité d'avoir de véritables systèmes de protection sociale. Si vous avez 80% de votre main-d'œuvre dans un pays qui n'est pas déclaré, ben voilà. J'entends le Premier ministre indien, ça fait 3 fois qu'il le dit, je vais mettre en place la sécurité sociale en Inde. Bon, d'un point de vue taille, bon courage déjà, mais il a plus de 80% du travail qui n'est pas déclaré en Inde. Comment il va faire? Comment il va faire? Alors, ça peut être un système de protection sociale volontaire. Hein, volontaire, sous-entendu, ceux qui auront les moyens d'épargner, d'économiser pour s'assurer socialement pourront le faire. Mais à ce moment-là, on est très loin d'un système qui est solidaire dans un pays, hein, avec des éléments de solidarité qui peuvent varier d'un pays à un autre. Ça, en fonction des réalités sociales particulières, ça peut s'entendre.
Mais donc, voilà, c'était ma seule remarque sur les ACI. Et ils sont pour l'essentiel, enfin, grande majorité en tout cas, ils sont européens. Hein, et là, les entreprises nord-américaines, australiennes, enfin voilà, tout ça, pour l'instant, ils ne sont pas dans le mouvement. Hein. Zéro anglais, oui. Mais bon, les Anglais, où sont-ils? Peut-être, là, on a encore une demi-heure, hein, si vous voulez bien. Peut-être, là, maintenant, est-ce qu'on pourrait s'orienter sur tous les nouveaux mouvements, les mouvements actuels qui font que, je dirais, la relation au travail, globalement, bouge, les contrats de travail sont en train de bouger aussi, le truc étant, j'avais manifesté de la façon la plus cynique qui soit par le turc mécanique, globalement, d'Amazon. Et donc ça, c'est aussi tout un mouvement là-dessus. Comment vous voyez les choses? Puisque, alors, j'étais, donc, la semaine passée, donc, à l'Institut européen, qui fait un colloque, d'ailleurs, tout à fait remarquable sur, justement, ces nouvelles formes de travail, et l'une de leurs publications était, et pardon de vous provoquer, mais quelle place peut avoir maintenant le syndicalisme dans une économie qui est finalement celle de la gig economy et celle des plateformes et autres. Comment là, de ce côté-là, vous voyez les choses avec des mouvements, si je peux me permettre, je ne suis pas pro-anglais, mais quand même avec des mouvements de temps en temps qui ne sont pas si mauvais. Là, il y a 8 jours, là, justement, un arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni, c'était à propos du statut des coursiers. Et donc, globalement, il y a tout un truc pour savoir est-ce que les coursiers, donc qui sont des coursiers, travailleurs indépendants ou autres, sont des travailleurs indépendants ou les travailleurs. Et là, le rendu, le jugement a été globalement favorable pour pouvoir justement rentrer dans ce système de représentation. Donc, pardon, on a souvent tendance à mépriser les Anglais, mais de temps en temps, ils font des trucs, et des trucs qui sont pas si mal. Par exemple, il y a alors c'est un projet de loi, mais ça ira pas au-delà, mais quand même, je dirais qu'ils ont eu le courage de déposer un truc en disant, finalement, le statut par défaut devrait être, donc dans un contrat de travail, devrait être celui de travailleur. Et pour eux, travailleur, c'est pas